Top. Ali Bengana, bonjour. Je suis très heureux, évidemment, de te recevoir dans ce podcast pour parler d'une chose qui n'est pas du tout de mon domaine d'activité, qui a toujours été une préoccupation. Et c'est étonnant parce que c'est une préoccupation qui, au début, venait à travers une chanson. Je ne sais pas si tu te souviens. Et cette chanson, elle est d'actualité, celle de Serge Reggiani sur les loups. Et à un moment donné, dans la chanson Les loups, il y a les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frange, leur nana, pour eux, c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage. Et chaque fois qu'ils disaient le béton bouffait le paysage, je regardais autour de moi et je trouvais que, effectivement, d'abord, le béton bouffait le paysage, mais maintenant, plus qu'avant, les hommes avaient perdu le goût de vivre et j'espère qu'à travers justement ce petit podcast sympathique, on va parler du béton et peut-être qu'on va redonner des couleurs à ce béton. Alors, sans plus tarder, une petite question pour toi, parce que évidemment, je me suis appuyé sur tes multiples communications sur YouTube qui sont extrêmement intéressantes et qui m'ont beaucoup appris. Alors, dans une de tes interventions, tu as parlé des critiques environnementales du béton, notamment en ce qui concerne son coût carbone. Euh, Peux-tu nous expliquer comment, en tant qu'architecte, tu intègres des alternatives, on va dire écologiques, sans compromettre la qualité et la durabilité des constructions? Alors, moi, ça fait pas mal d'années que je m'intéresse aux alternatives, au béton. Je m'y intéresse parce que, j'ai pris conscience, assez tardivement que, en fait, c'était, un matériau qu'on utilisait un peu par défaut, et que à l'échelle mondiale, on va dire, 80 de ce qui se construit en béton sur tous les continents. Et puis, au départ, en fait, en tout cas, pendant mes études et puis même pas mal d'années après, j'avais pas compris à quel point, son coût carbone était aussi lourd, 8 des émissions de gaz à effet de serre, le plus du double du trafic aérien, et puis qu'il avait pas mal de défauts, qui sont le fait que, ben, associé à l'acier, eh bien, il peut faire des choses extraordinaires, mais en même temps, il y a de la corrosion qui apparaît à l'intérieur des fers, donc en fait, il dure moins longtemps que ce qu'on imaginait. Il faut beaucoup l'entretenir, ça demande beaucoup d'argent. C'est un matériau qui produit des déchets, qui engloutit énormément de sable et cetera, et donc je me suis posé la question des alternatives. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est très dur de trouver des alternatives au béton parce que, en fait, si on n'a pas construit, enfin, les Romains construisent en béton, mais pendant des siècles, à la fin de la chute de l'Empire romain, on a un peu oublié et on l'a redécouvert sous une autre formule un petit peu différente vers 1815, un truc comme ça. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même énormément de siècles de l'histoire de l'architecture qui existent sans béton, mais à partir du moment où il est apparu, et surtout le XXe siècle, c'est tellement un matériau qui permet de tout faire qu'on a oublié qu'il y avait le reste. Et heu et donc moi, dans mon travail, ce que j'essaie de faire et qui est vraiment compliqué, c'est, de voir par quoi on peut le remplacer, d'une part, et d'autre part, comment l'utiliser avec parcimonie. Alors par quoi on peut le remplacer? Il ne faut pas qu'il y ait de démagogie. C'est-à-dire il n'y a pas, les bons matériaux, les très mauvais matériaux, voilà, le boire, le noir, le blanc, le gentil, le méchant. Mais ce qu'il faut, c'est regarder les propriétés des matériaux. Qu'est-ce qu'elles savent faire? Et puis regarder aussi comment elles sont extraites et quel est leur cycle de vie. Donc par exemple, le béton, le problème, c'est qu'on l'utilise pour tout et n'importe quoi. Pour la structure, pour les façades, pour les planchers, pour les toitures, voilà, donc alors que par exemple, on pourrait l'utiliser surtout pour ce qu'il sait très bien faire, c'est la structure, et les fondations. Même si les fondations pourraient aussi faire autre chose. On pourrait pendant des siècles, on a fait des fondations en pierre. Et donc, par exemple, s'il faut le remplacer par, une autre matière qui fait de la structure, il n'y a pas beaucoup de choix. Par exemple, en Afrique du Nord, c'est compliqué parce que c'est le bois, il n'y en a pas beaucoup. Ce serait surtout le bois qui pourrait remplacer. Mais si par exemple on gardait le béton uniquement pour la structure et on l'utilise le moins possible, on pourrait remplir avec d'autres choses et des matériaux moins carbonés qui ont des cycles de vie plus vertueux. Et ça, il y en a pas mal. Il y a des matériaux, à base de terre crue qui est pas cuite, et ça, c'est quelque chose, qui est en train d'essayer d'être redécouvert, alors qu'on a quand même 11 millénaires on va dire d'expérience, de l'histoire de l'architecture, mais on l'a complètement oublié après la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y a des matériaux à base de fibres sur d'autres,
continent, on peut remplacer le béton en structure par du bambou. Le bambou, c'est incroyable, ça pousse très vite et au niveau structurel, c'est extrêmement, performant. Par exemple, en Chine, tous les échafaudages sont faits en bambou, hein, parce que c'est pas cher, ça pousse vite, c'est la matière qui pousse le plus vite au monde. Donc en fait, il y a des alternatives, mais il faut pas entrer dans des démagogies, c'est-à-dire, voilà, se dire, on peut pas supprimer tout le béton parce qu'il sait faire quand même beaucoup de choses, mais plutôt se dire comment l'utiliser vraiment de manière parcimonieuse. Tu m'entends, Slim? Oui, oui, je t'entends. Ouais, Excuse-moi, d'accord. j'ai mal appuyé sur mon bouton. Écoute, c'est extrêmement intéressant et d'autant plus que, évidemment, tu sais que moi, je suis en Algérie, dans cette région que maintenant qu'on qualifie par le fameux sud global et on regarde un peu les impacts du béton autour de nous, tout ce qui est en train de se passer, un bétonnage massif, évidemment. Et lors d'une de tes interventions, justement, c'est ce qui m'intéresse aussi le plus, c'est l'impact sociétal, justement, de l'utilisation et du recours massif au béton. Quelles sont les conséquences que tu as observées dans cette utilisation intensive et comment tu peux, en tant qu'architecte, hein, y répondre de manière efficace? Alors la réponse de manière efficace est complexe, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tout cas, le ciment et le béton en Afrique, et pas que, dans le sud global, véhiculent une image très forte de modernité. Et donc, par exemple, il y a un ouvrage que moi j'aime vraiment beaucoup, d'une collègue, géographe qui a écrit, un livre qui s'appelle, ciment, matière grise de l'urbain et qui s'intéresse vraiment à la vie de ce matériau pratique là, surtout en Afrique de l'Ouest. Et par exemple, elle, elle dit, ce qui est tout à fait à peu près la même chose, enfin d'autres expériences que j'ai eues en Afrique du Nord, que qu'on associe, sous nos latitudes, nord-africaines et africaines, le ciment à la modernité, à l'évolution, tandis que les matériaux qu'on a utilisés pendant des siècles sont considérés comme des matériaux, arriérés. Et donc il y a un espèce de narratif à recréer autour de cette matière pour encourager à l'utiliser avec parcimonie. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, elle raconte que tout le monde connaît le cours du ciment. Le cours du ciment, c'est voilà, c'est tout le monde sait combien ça coûte. On Comme l'épargne est complexe, on va offrir du ciment et c'est un peu la même chose, chez nous, quoi. Le ciment, c'est considéré, le ciment, c'est le liant du béton, comme un peu la matière, de prédilection pour faire absolument tout. Et ça, il faut comprendre que ça a vraiment, hem, pris son essor il n'y a pas si longtemps que ça. Plutôt, on va dire à partir des années 50-60, par exemple en Algérie, heu les opérations, de Fernand Pouillon de la fin des années, 50, c'est-à-dire pendant la guerre, qui avait été faite un peu comme une opération pour essayer un petit peu de la France essayait de sauver sa place en montrant qu'elle pouvait construire très vite des logements, dont des logements sociaux. Et ben, ça s'est pas fait en béton. Ils ont fait appel à un architecte qui a montré qu'on pouvait construire bien, vite, pas cher, avec de la pierre. Alors, c'était un peu complexe parce qu'à l'époque, la pierre, ils l'ont fait venir, d'Europe, mais c'était enfin de France. C'est les opérations de Dien Mahsoul, Dien el Saada et cetera, qui d'ailleurs sont peut-être les seules opérations de logements sociaux en bon état, qui n'ont été rénovées que récemment, il y a quelques années. Et ça, c'est parce qu'elles étaient, en pierre qui est un matériau beaucoup plus durable dans le temps, quoi, qui est vraiment, c'est une matière, qu'on va poser comme ça, qui va amener de l'inertie, qui va être structurelle et en plus de ça, qui va proposer un très bon confort à l'intérieur, tandis que, par exemple, le béton, l'inertie, c'est pas mal, mais le confort est très moyen, surtout sous nos latitudes, parce que on va avoir besoin de chauffer et de refroidir. Donc c'est une matière qu'on veut, mais on oublie que c'est une matière qui va demander de l'énergie pour refroidir, ce que ne demande pas, par exemple, la terre crue. Et donc, pour terminer, Pouillon à l'époque, il a fait un peu cette démonstration qu'à l'époque où tout le monde construisait en béton, on pouvait faire aussi très bien avec de la pierre. Mais il a bénéficié d'un, comment dire? D'un moment dans l'histoire,
assez particulier, qui était le moment encore de la colonisation française, et donc de l'époque où l'Algérie produisait encore beaucoup et exportait beaucoup de choses, dont d'ailleurs du vin. Et donc les bateaux revenaient moins chargés qu'ils ne l'étaient à l'aller. Et donc, du coup, il a pu bénéficier de ces bateaux à moitié vides pour amener les pierres de France à l'époque. Et donc, moi, je ne dis pas qu'il faut construire en amenant des pierres de France. Je dis juste qu'il y a des alternatives. À l'époque, il n'a pas construit en pierre parce qu'il n'y avait pas de carrière. C'était trop long de mettre en place des carrières. Donc, en fait, les alternatives sont possibles, mais très complexes aujourd'hui en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique en général, parce que euh, le béton, c'est la modernité. Et c'est pas très simple quand on arrive de l'Europe de dire attention, faites pas les mêmes efforts, les mêmes erreurs que nous. On a trop bétonné, on n'a pas pris en compte le coût environnemental, et puis surtout, on n'a pas du tout anticipé qu'il allait falloir qu'on dépense autant d'argent pour rénover nos infrastructures. Parce que le coût, euh, mais vraiment financier, de la rénovation des infrastructures, pardon, en Europe, c'est ce qui va prendre le plus qui va le plus impacter les impôts des gens. Donc c'est exponentiel. En fait, on ne se rend même pas compte à quel point ça va prendre de la place. Je- Donc, pardon, Non, non, vas-y, vas-y. vas-y. Ouais. Donc, sous nos latitudes, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas, au niveau structurel, ça voudrait dire qu'il faudrait revenir, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà peut-être garder le béton comme structure, parce que il y a plein d'endroits où il n'y a pas suffisamment de bois pour remplacer. Mais il faut surtout, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut remplir avec d'autres choses. C'est-à-dire que il faut essayer de voir comment, par exemple, en Afrique de l'Ouest, euh, où c'est aussi le règne du béton, et aussi l'imaginaire autour du béton est complexe à déconstruire parce que, par exemple, l'homme le plus riche d'Afrique, c'est un cimentier, c'est Dangote, c'est un cimentier nigérian. Donc, en fait, c'est non seulement la modernité, le béton, mais c'est en plus la réussite. Et lui, dans tout son imaginaire, quand il communique sur le béton, il communique sur, voilà, finalement, on a du ciment africain, on ne dépend pas des multinationales internationales, on achète, on est fier de ce ciment qui va permettre de construire l'Afrique sans du tout évoquer jamais tout le coût énergétique, non seulement CO2 de la fabrication, non seulement pollution, mais en plus de ça, tout ce que ça va demander comme énergie pour refroidir des bâtiments en béton. Donc moi, ce dont je parle surtout en tout cas pour l'Afrique, c'est l'utilisation avec parcimonie. Je parle pour la construction, pas pour les routes, parce que les routes, c'est encore une autre histoire et ça, on pourra en parler. Et puis remplir avec d'autres choses. Donc il y a plein d'exemples. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, il y a une plante invasive qui s'appelle le Tifa, qui est une plante qui casse les pieds des agriculteurs et qui potentiellement qui peut être valorisée, coupée, cette plante invasive, c'est-à-dire d'un problème, on fait comment dire, un atout, on la mélange à de la terre, ça peut faire des panneaux, ça peut faire des couvertures, ça peut faire des planchers. Donc en fait, il y a tout un travail à faire sur la valorisation de ressources locales pour venir en remplissage de ces structures. Ou alors, quand on est en tout cas pas haut, la brique de terre comprimée, qui est une technique qui existe depuis les années 50, qui a été inventée un peu, surtout par un ingénieur colombien, mais qui est arrivé en Afrique déjà dès les années 70. Pour les immeubles pas hauts, c'est vraiment une alternative. Simplement, ça demande aussi de réintroduire cet imaginaire-là et toujours, par exemple, en Afrique de l'Ouest, il y a plusieurs petites entreprises qui montrent la voie, actuellement construisent des maisons, des débuts de logements sociaux. Voilà. Même Holcim s'est rendu compte que la brique de terre comprimée, potentiellement, c'était une matière qui pouvait avoir sa place. Mais eux, ce qui les intéresse surtout, c'est le fait que c'est une matière dans laquelle on rajoute un petit peu de ciment. Donc, par exemple, au Malawi, je crois, ils ont développé tout un ensemble de logements sociaux faits en briques de terre comprimée mais avec un 3-4% de ciment. Donc voilà, des fibres et de la terre. À mon avis, c'est un peu les deux voies pour venir compenser le tout béton. Écoute, j'en apprends des choses, c'est extrêmement intéressant. Ça m'a presque donné je suis sûr que les architectes ou tous les entrepreneurs, vous avez développé une espèce de bouclette sur les pros et cons du béton et
les produits de substitution au béton versus l'usage que l'on pourrait en faire. Un petit booklet comme ça, je pense qu'il serait partagé massivement, donnerait envie aux gens de probablement de construire autrement et s'intéresserait à tous les autres matériaux. Et c'est pas une question, mais c'est juste une petite remarque. Avec un ami dans le sud algérien, pas très loin de la ville de Hadrar, je lui ai parlé de réarranger, de réutiliser ce qu'il faisait avant avec les troncs de palmiers, etc., avec la terre, pour reconstruire un petit habitat, un petit habitat sympathique, quoi, qui pourrait devenir peut-être une maison d'hôte. Il manque, ils ont perdu le savoir-faire. C'est un peu le problème auquel nous faisons face. Mais je pense que c'est un vaste sujet qui nécessite à lui seul tout un développement. Alors, j'ai Oui, encore deux. mais je voudrais juste te donner un exemple là-dessus très rapide. Oui, Il y a un architecte, burkinabé qui s'appelle, Francis Kéré, qui a gagné le Pritzker Prize il y a 2 ans. C'est un peu l'équivalent du Nobel des architectes et oui. lui, il a un discours là-dessus qui est passionnant parce qu'il dit: «C'est très dur quand on a cette envie de modernité, d'expliquer aux gens qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est plutôt, réinterpréter les techniques traditionnelles». Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut apporter de la technicité dans des matériaux anciens et donc plutôt apporter une nouvelle manière de les mettre en œuvre. Parce qu'en fait, les savoir-faire se sont tellement perdus qu'il y a tout un travail de réintégration et lui, il le fait depuis 20 ans, d'abord dans son village et donc lui, c'est beaucoup passé par 2 matériaux, qui est la brique de terre comprimée qui, comme je te disais, n'existait pas avant. En fait, avant, on construisait plutôt en adobe, en pisé, qui sont un peu les techniques ancestrales et lui, il a apporté une autre technique avec un peu de ciment pour un peu faire réaccepter. Donc en fait, il y a aussi en plus des compétences à recréer ou à créer tout court, il faut ajouter quelque chose d'un peu une certaine technicité dans la terre pour redonner envie, pour la rendre à nouveau désirable. Merci, merci, merci. J'ai vu une de ses réalisations là en cours, en Tunisie d'ailleurs. Il a réalisé une résidence d'artiste qui a l'air d'être très intéressante. Elle n'est pas encore achevée. Oui, il est incroyable cet Ouais, architecte. ouais, ouais, Il vit entre l'Allemagne et le Burkina, mais ouais, il a des ouais, projets ouais. au Kenya, voilà, dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, à Londres, voilà. Bon. Alors, Très inspirant. mes deux dernières questions, et on va essayer d'être un peu Faut être plus concis. rapide. Ouais. Alors, l'architecture durable, dans tes présentations, revient très très souvent. Et il y a des innovations dont tu parles et qui visiblement sont prometteuses dans ce domaine. Comment tu vois l'évolution de l'architecture durable dans les années à venir? Parce qu'on parle tout le temps d'architecture durable. C'est peut-être une question bateau, mais euh, Non, c'est pas une question bateau parce qu'en fait, pendant des années, moi, ça fait des années que je me pose cette question. Je me suis demandé si les labels allaient nous amener vers, heu, mieux construire et cetera. Mais, hem, pour moi, l'architecture durable, en tout cas en Europe, c'est avant tout ne pas démolir. Parce on est un peu dans une espèce de course en avant, de démolition-reconstruction et ce qu'il y a de plus durable, en fait, c'est ce qui a déjà été construit. Mais et donc plutôt entretenir, transformer, surélever, voilà, essayer en tout cas d'arrêter ce mitage du territoire. Donc ça, c'est une chose. Après, en Afrique, c'est une autre question parce qu'on l'augmentation de la population est extrêmement rapide. Il faut loger, il faut faire des infrastructures et donc il y a comme comment dire? L'espèce d'urgence rend comment dire? Cette durabilité complexe parce qu'en fait, les matériaux qui permettent d'aller vite et qu'on maîtrise aujourd'hui, c'est aussi, les plus polluants. Donc pour moi, c'est un peu
il y a pas des recettes miracles, mais comme je te disais, pour moi, le durable, c'est surtout le local, c'est-à-dire s'intéresser aux ressources locales, à regarder, comment on les extrait, comment on les transforme et puis surtout comment on peut hybrider des matières locales en circuit court avec des compétences locales ou parfois même amener de nouvelles compétences et puis utiliser le béton pour ce qu'il sait faire, en plus petite quantité possible et puis pour le reste, des fibres, de la terre, voilà, c'est bon, ça a l'air assez bateau comme réponse, mais mais pour moi le durable, c'est aussi essayer de faire en sorte d'utiliser les matières pour ce qu'elles savent faire. Par exemple, la raison pour laquelle je parle beaucoup de terre crue, c'est que dans le sud global, dans les régions où il fait extrêmement chaud, c'est une matière qui a un très bon déphasage, c'est-à-dire qui va permettre de ne pas faire passer la chaleur directement de l'extérieur vers l'intérieur et qui va amener des différentiels de température. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup construit en terre. Donc, par exemple, les murs, tout faire en béton et par exemple isoler avec du polystyrène, c'est-à-dire du béton, puis après mettre du pétrole et après venir rajouter dedans de la clim, et ben ça, c'est un complexe, énergivore et pour moi, la durabilité, en tout cas dans les années à venir, c'est essayer de réduire ces consommations d'énergie-là et de réduire aussi l'énergie grise des matériaux. C'est-à-dire l'énergie grise, c'est ce que les matériaux, ce que la fabrication des matériaux dépense, voilà. Oui, ben ça me parle, puisque j'ai très souvent des demandes d'installation, de climatisation dans des maisons de village dans le sud, alors que avant il n'en avait pas besoin et c'était vraiment excellent. Écoute, une dernière question sur les pratiques éthiques, évidemment, dans la construction. Euh, Tu en as parlé aussi. Comment ces principes éthiques influencent les choix de matériaux, les méthodes de construction? On l'a, évidemment qu'on l'a perçu dans la première partie de ton exposé, mais évidemment qu'il y a des considérations certainement politiques, etc. Les méthodes de construction, quel rôle elles jouent dans ces choix de relations avec le client et les communautés? C'est politique, certes, mais Oui, c'est politique. En fait, dans c'est certain que la politique est fondamentale. Par exemple, je vais te donner un exemple. En ce moment en France, depuis janvier 2022, il y a une nouvelle réglementation, qui s'appelle la RE 2020, Réglementation environnementale 2020, parce qu'elle devait sortir en 2020 et puis bon, il a fallu plus de temps pour la mettre en place et en fait, c'est une réglementation qui, impose un bilan carbone, au moment du dépôt du permis. C'est-à-dire et qui avec des seuils à ne pas dépasser. Et donc, quand tu as un seuil à ne pas dépasser, ça veut dire que, par exemple, si tu fais tout béton et polystyrène, donc ça veut dire béton-pétrole, ce qui est quand même une manière assez courante de construire, on va dire des 60 dernières années, 70 dernières années, et ben, tu exploses le seuil et à ce moment-là, tu n'as pas ton permis. OK? Donc en fait, la France est en train de devenir un peu un laboratoire, du bilan carbone, de la construction. Mais en tout cas, cette loi a une implication a une conséquence directe, hem, sur le choix des matériaux et sur la manière de construire. Alors ça ne veut pas dire qu'il va pas y avoir plein d'erreurs et cetera, parce que c'est un moment un peu compliqué, voilà, de mise en place de tout ça et donc c'est pour ça que moi je pense que les pratiques éthiques, en tout cas durable, frugal, parfois on utilise ce mot-là aussi, elles doivent passer par, des réglementations. Et à mon avis, c'est un peu, la seule manière de faire avancer les choses. Parce que voilà, parce que ça va permettre, en tout cas de légiférer. Par exemple en Algérie, construire en briques de terre compressées, il y a eu une époque, un espèce d'embryon pour légiférer là-dessus et puis après, je ne sais plus très bien où ça en est, mais c'était pas si simple. Il y a quelqu'un au ministère de la culture qui s'appelle Yasmine Terki qui s'est battue pendant des années aussi pour changer un peu tout le narratif et puis pour apporter aussi des compétences au sein des écoles, faire des, comment dire?
des festivals pour essayer de faire connaître la matière, etc. Donc, à mon avis, c'est un travail qui doit être fait au niveau des lois et puis au niveau aussi de l'implication d'architectes, d'ingénieurs, etc., pour faire comprendre, pour réintégrer ces matières-là. Donc, en fait, il y a vraiment du pain sur la planche parce que D'accord. l'ensemble est assez compliqué, quoi. Ouais, ouais. Il y a aussi une réalité financière des pays du Sud global Oui. dont il faut tenir compte pour initier, lancer tous ces programmes de durabilité qui, in fine, vont coûter cher à la communauté. Au début, mais je pense que sur le long terme, en fait, on retrouve complètement, non seulement on retrouve son investissement, mais on économise énormément. Tu as parlé Oui, au du niveau de du chaud et l'énergie. froid au niveau de l'énergie, c'est énorme ce qu'il Oui, y a. mais c'est pas en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, la construction avec des matériaux anciens revisités, ou sur lesquels on va innover avec, il faut pas imaginer que la matière première est chère parce que la terre souvent, par exemple, c'est Ouais, gratuit et c'est cher en Europe parce que en fait, comment dire? L'argent est surtout mis sur la main-d'œuvre et dans le sud global, c'est différent parce que le ciment est souvent plus cher, là et au contraire, parfois, on peut même faire des économies parce qu'en fait, c'est la main-d'œuvre est moins chère dans le sud global et ce qui fait la différence, c'est le prix des matériaux. Tandis que dans l'hémisphère nord, ce qui fait vraiment la différence, c'est le coût horaire des ressources humaines. Donc, il ne faut pas imaginer que c'est forcément plus cher de construire avec des matériaux ancestraux, comment dire, réinterpréter, etc. Parce que il faut pas imaginer que la facture au départ va forcément être plus chère. Ce qui est compliqué, c'est plutôt la formation, comment dire, le changement de l'imaginaire, la narration autour de tout ça, et puis surtout donner envie, en tout cas au gouvernement, de légiférer pour permettre une réintroduction de ces matières. allez, Bengana, merci pour cette leçon d'architecture et leçon de béton extrêmement didactique. Pour un non-initié, j'ai vraiment beaucoup appris. J'espère que ceux qui Oui, écouteront ce podcast vont se lancer corps et âme justement dans la construction de leur maison avec des matériaux plus nobles que le béton, sans oublier que le béton est très très important. Tu as parlé des routes, j'espère qu'un jour on abordera le sujet des routes en béton qui me semble aussi du oui, bon ça c'est sens. tout un autre sujet. Tout un On autre pourra en sujet. parler. Allez, Oui. je te remercie Merci. beaucoup. Merci à Est-ce que toi, tu veux c'était dire un dernier mot? Est-ce que tu as un dernier mot à non, je dire? te remercie. Merci beaucoup Voilà, de super. cette initiative où tu invites, des gens avec des profils tellement différents, voilà, je trouve ça j'ai eu le temps d'en écouter un peu quelques-uns et je trouve que l'ensemble comme ça constitue un corpus très riche. Voilà. Eh ben, écoute, je te remercie pour ces compliments. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.